Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cet entretien en marge de l'IATF 2025. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir ici en direct de l'Horacie Monsieur Karim Zeribi. Bonsoir Karim Zeribi. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle qui vous êtes, même s'il ne faut plus le rappeler. Tout le monde vous connaît. Karim Zeribi, ancien député européen, fondateur du CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne, et un ami d'Al24. Bonsoir Karim Zeribi, encore une fois. Bonsoir. Très heureux en plus de faire cette émission à l'Horacie, dans un cadre fantastique. J'ai toujours dit que l'Horacie avait la plus belle vue de la Méditerranée. Et ça se confirme encore aujourd'hui. Effectivement. Alors Karim Zeribi, vous êtes ici à Alger pour participer à l'IATF 2025, un événement économique majeur que l'Algérie a voulu transformer en événement diplomatique incontournable. Au 4e jour de cette foire intra-africaine, Karim Zeribi, que retenez-vous? D'abord, je retiens un moment fort pour le continent africain, un moment fort qui met l'accent sur le développement économique du continent. Il faut rappeler quand même quelques éléments relatifs à ce continent. 1,5 milliard d'habitants, avec une moyenne d'âge de 19 ans, quand on a une moyenne d'âge de 42 ans en Europe. 50 millions de PME, et plutôt des micro-entreprises. Un potentiel extraordinaire en Afrique sur le plan des ressources naturelles, puisqu'on a du pétrole, du gaz, du zinc, du diamant, de l'or, du lithium, du cobalt. Donc, ce continent possède un sol, un sous-sol d'une richesse inouïe. On a 60% des terres cultivables dans le monde qui se situent en Afrique. L'Afrique pourrait, si elle cultivait ces terres disponibles, nourrir l'ensemble de la planète. Et lorsque je dis tout ça, on se rend compte qu'à côté, 15% seulement du commerce se fait en Afrique sur l'ensemble du commerce international intra-africain. Alors que si on prend l'Europe, on a 65% du commerce qui se fait entre pays européens sur l'ensemble du commerce européen. Donc il faut aujourd'hui mettre l'accent sur des événements tels que celui-là. Et à Alger, c'est tout un symbole de pouvoir recevoir des chefs d'État, des entreprises, des acteurs économiques, des experts économiques pour évoquer le libre-échange entre pays du continent africain, la capacité de se développer, de s'émanciper et de ne plus dépendre d'autres continents, en tout cas être dans des rapports gagnant-gagnant avec d'autres continents et de cesser de se laisser piller les ressources africaines comme cela n'a que trop existé et que trop duré pour avoir une démarche de souveraineté alimentaire, de souveraineté industrielle, de souveraineté culturelle, pour faire en sorte qu'il y ait un avenir à la fois pour les peuples africains, mais surtout pour cette jeunesse africaine. Justement, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'a dit lors de son discours en ouverture de cette IATF 2025. Karim Zeribi, il est urgent pour l'Afrique aujourd'hui, avec ses nombreuses richesses, de reprendre la position qui lui revient sur le marché international. Oui, c'est urgent parce que le monde bouge et se reconfigure avec des rapports de force qui changent et qui évoluent. L'Occident était dominateur jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puis on a vu un Sud global s'organiser et se structurer. On a vu l'Asie émerger. Et d'ailleurs, il y a un livre d'Alain Perfit qui avait été écrit en 1973 et qui disait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». 30 ans après, la Chine s'est éveillée. Et on voit bien qu'elle est devenue la deuxième puissance économique mondiale, en 30 ans seulement. Cela signifie qu'aujourd'hui, le potentiel africain doit être développé par les pays africains. Et on ne doit pas subir quelques postures néocoloniales, notamment sur le plan économique, provenant de l'Occident. Donc il faut développer les relations entre pays du Sud, Sud-Sud, une coopération intra-africaine. Et c'est fondamental que les pays africains prennent conscience de cela. Alors ça ne veut pas dire se fermer aux autres continents, mais ça veut dire travailler dans un échange d'égal à égal, dans une relation gagnant-gagnant, donc en faisant en sorte que cela bénéficie dans une démarche commerciale aux uns, mais aussi aux autres. Jusqu'à présent, ça ne bénéficiait pas suffisamment aux Africains. Et le fait que ça se fasse à Alger est un symbole parce que l'Algérie, depuis un certain temps, a adopté ces principes. Des principes de souveraineté, des principes d'indépendance, des principes aussi de non-exclusivité. L'Algérie ne travaille pas simplement avec 1, 2 ou 3 pays. L'Algérie est ouverte sur le monde. Les États-Unis, la Chine, la Turquie, les Russes, les pays européens sont partenaires de l'Algérie. Il n'y a pas d'exclusivité en la matière et donc il est bon aujourd'hui que l'ensemble du continent africain
j'ai envie de dire, se mettre un peu au rythme de l'Algérie, qui représente une boussole à la fois méditerranéenne et une boussole africaine en matière de principes sur la scène internationale. On va rester justement sur cette idée. Karim Zeribi, vous pensez que l'Algérie se positionne aujourd'hui comme un leader des revendications émancipatrices de notre continent africain? Oui, je crois que l'Algérie est indéniablement le plus grand pays d'Afrique par sa superficie, mais un pays de 47 millions d'habitants, si on n'intègre pas la diaspora dans ce calcul, sinon c'est 54 millions avec la diaspora, puisqu'on a 7 millions d'Algériens vivants installés à l'étranger. L'Algérie est le 7e producteur de gaz, le 17e producteur de pétrole. L'Algérie a un potentiel agricole extraordinaire, a une jeunesse dont 75% de la population a moins de 35 ans, 2 millions quasiment d'universitaires, 98% des enfants algériens qui sont scolarisés à l'école élémentaire. L'Algérie a un potentiel énorme et c'est à l'image de l'Afrique. Et l'Algérie peut être un leader aujourd'hui sur le continent africain, leader en matière, je dirais, d'impulsion politique, leader aussi en matière de voix sur la scène internationale. Et d'ailleurs, l'Algérie donne de la voix depuis quelques mois maintenant, puisqu'elle est à la table du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent jusqu'à la fin de l'année. Et l'Algérie rappelle qu'il faut une réforme du Conseil de sécurité aux Nations Unies avec plus de présence de pays africains. Donc l'Algérie a toujours été africaine. Elle a toujours défendu donc, une politique africaine. Et d'ailleurs, elle a formé au cours des dernières années, des dernières décennies, 65 000 étudiants africains donc dans les universités algériennes. Mais l'Algérie, c'est vrai qu'elle communique peu sur sa politique africaine. Et il est temps maintenant de sortir, j'ai envie de dire, un peu de l'ombre et d'évoquer l'ambition que nous devons avoir en tant qu'Algériens, en tant qu'Africains, donc pour le développement de ce grand continent. Encore une fois, lorsqu'il s'éveillera, ça deviendra l'Afrique une des premières puissances au monde. Je suis intimement convaincu, avec les ressources humaines, les ressources, je dirais, de la terre africaine au sens large, du sol africain. Donc l'Afrique a tout pour devenir un continent en pointe. Et l'Algérie peut être leader en la matière. C'est ce qu'on espère en tout cas, Karim Zeribi. À l'heure actuelle, à l'heure où les cartes sont redistribuées, où les nations africaines cherchent à s'émanciper justement de cette identité d'ex-pays colonisé, c'est la jeunesse africaine qui a sa voix, qui veut faire entendre sa voix aujourd'hui, Karim Zeribi. Elle a un rôle à jouer, cette jeunesse africaine. Bien sûr qu'elle a un rôle à jouer. Il faut rappeler quand même qu'on a 55 pays sur le continent africain, puisque depuis 1984, l'Union africaine a intégré le Sahara occidental comme un État membre, plein et entier. Donc on a 54 pays, plus le Sahara occidental, 55 pays reconnus aujourd'hui par l'Union africaine. Sur ces 55 pays, 53 ont subi la colonisation. Je ne sais pas si on s'imagine. Et les processus de décolonisation ont différé en fonction des pays. Certains sont sortis par la voie diplomatique, une voie négociée, d'autres sont sortis par la guerre, comme l'Algérie. Et l'Algérie, on a souvent dit que c'était la Mecque des révolutionnaires parce que 1,5 million de martyrs, avec une résistance exceptionnelle, inouïe, qui a inspiré d'autres révolutions, a fait état d'une forme d'exemplarité en termes d'autodétermination du peuple algérien et de souveraineté de l'État-nation algérien. Donc, il y a un processus de décolonisation qui a été mis en place assez récemment, finalement, sur le continent africain. Donc 50, 60, 70 ans, en fonction des pays. Mais cette décolonisation, elle est politique depuis les années passées. Elle n'est pas économique, elle n'est pas culturelle. Donc moi, j'indique, sans tabou, de manière un peu directe, qu'il faut aller au processus, il faut aller au bout d'un processus global de décolonisation. On a une décolonisation politique qui est actée. Il faut aller vers une décolonisation économique, une décolonisation culturelle. Parce qu'on a des artistes, des femmes, des hommes qui rayonnent dans le monde et qui sont issus de la diaspora africaine, qui font rêver l'ensemble de la planète avec leurs talents, leurs compétences, leur charisme, leur savoir-faire. Mais ça ne bénéficie pas à l'Afrique. Donc il faut que nous puissions mettre en place, avec notamment les diasporas africaines, la diaspora africaine dans le monde, elle est au nombre de 200 millions. De femmes et d'hommes qui rayonnent sur la planète, qui doivent aussi revenir et regarder du côté de l'Afrique pour investir, entreprendre, partager leur savoir-faire, leur expertise, leur benchmark et faire en sorte que l'Afrique puisse, profiter le plus possible de ce potentiel de la diaspora et ce potentiel relatif à sa jeunesse. Donc, si on arrive à créer une dynamique africaine mondiale, globale, ce continent peut, comme la Chine en 30 ans, rapidement émerger
et passer d'un continent émergent à un continent puissance à l'échelle planétaire. Il y a des défis colossaux qui se présentent au continent africain. Je pense que l'IATF 2025 à Alger est un moment fort qui, dans un contexte de reconfiguration géopolitique, envoie un signal qui est celui d'une Afrique qui veut aujourd'hui prendre son destin en main, qui ne veut plus subir le joug d'une domination perdue de quelques pays que ce soit. Et ça passe par des décisions politiques fortes, ça passe par l'émergence des peuples, et je crois que ça sera un événement marquant pour le continent africain, que cet événement de l'ITF 2025 à Alger. Très bien. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, Karim Zeribi, qu'ils soient sur le continent ou ailleurs. Tous ces enfants. Tous ces enfants doivent s'unir pour travailler main dans la main, pour faire rayonner justement ce continent africain, pour que l'Afrique reprenne la place qui lui sied dans le monde. Oui, et d'ailleurs l'Union africaine a déclaré 6e région africaine, la diaspora, oui, au nombre de 200 millions. Il y a 5 régions qui ont été définies par l'Union africaine pour dessiner le continent africain. Il y en a une 6e qui est née il n'y a pas très longtemps, qui est celle de la diaspora. 200 millions de personnes, rendez-vous compte, c'est presque la moitié du continent européen. Et ces 200 millions de personnes, dans les transferts financiers vers l'Afrique, ça représente entre 95 et 100 milliards de dollars par an. C'est plus que l'aide au développement attribuée à l'Afrique, qui se chiffre à 73 milliards. Ça veut dire que la diaspora africaine est une force de frappe en transfert financier pour l'Afrique, une force de frappe en consommateur donc pour le monde, mais une force de frappe aussi demain peut-être en entrepreneur, en investisseur, en producteur de richesses sur le continent africain. C'est ça aussi qu'il faut matérialiser aujourd'hui, et ce sont ces mécanismes qui doivent être mis en place à travers la zone de libre-échange, favoriser l'investissement, l'entrepreneuriat de la diaspora africaine dans leur pays d'origine. Et c'est fondamental, je le vois moi avec l'Algérie. La diaspora algérienne a envie de revenir investir en Algérie, a envie de profiter des mécanismes mis en place par la politique du président Tebboune et de son gouvernement, avec l'agence de promotion des investissements, les prêts bancaires qui sont octroyés plus facilement qu'ils ne l'étaient. Donc la diaspora a un espoir à pouvoir investir dans son pays d'origine. L'Algérie pour les Algériens, mais l'Afrique plus largement pour l'ensemble des autres diasporas africaines. Donc oui, c'est un élément levier fondamental, humain, en termes de compétences, de savoir-faire, de capacité à rayonner. Donc si on arrive à faire la jonction entre les Africains de l'extérieur et les Africains de l'intérieur, et à parler d'Afrique mondiale, d'Afrique avec une approche globale, on va avoir une Afrique qui très rapidement, va pouvoir avoir un PIB qui augmente, une capacité de production donc accrue et une possibilité aussi de ne plus voir la jeunesse africaine vouloir quitter leur pays. Car il est là aussi le défi, il est migratoire. Donc il n'est pas normal que les jeunes des pays africains aillent chercher un Eldorado donc ailleurs. Eldorado qui n'existe plus, dans une Europe vieillissante, qui est en crise, qui est à bout de souffle sur le plan économique, les États-Unis qui sont empêtrés aussi dans des problématiques de croissance, et il faut que le continent africain garde sous ses enfants et fasse revenir ceux qui ont réussi à l'extérieur. Et se mettent à produire, à rayonner et à être dans l'excellence. Si l'Afrique comprend et saisit ces opportunités avec ce grand marché de libre-échange, donc lever les taxes douanières entre pays de l'Union africaine, mettre des taxes douanières aux frontières de l'Afrique pour les produits qui rentrent d'autres continents, cette politique-là, il faut l'accélérer. Et si on l'accélère, elle sera bénéfique pour l'ensemble du continent. Une dernière question sur l'IATF 2025, Karim Zeribi, avant de passer à un autre sujet. Cette IATF 2025, donc organisée à Alger, c'est le pari d'une Union africaine, d'un panafricanisme qui est gagné. C'est le pari de passer de la parole aux actes. Et c'est fondamental. Parce que vous savez, en politique, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de promesses. Et ce que les peuples regrettent et déplorent, c'est le fait qu'elles ne soient pas toujours suivies des faits. Et je pense que l'IATF est un événement international qui permet d'être très concret, je dirais d'être pragmatique. On a à Alger, durant cette session, 2000 exposants, 40 000 visiteurs, 170 contrats signés, l'équivalent de 40 milliards de dollars donc sur le plan économique et financier. Donc c'est du concret. On signe des contrats. Et j'étais pas plus tard que tout à l'heure avec le patron des entreprises algériennes, de Kamel Moula, qui est le patron du CREA,
qui est l'organisme qui regroupe les entreprises algériennes, il me disait qu'il y avait énormément de contrats qui étaient encore en cours de signature au moment où on se parle. Donc jusqu'à la fin de l'IATF, il y aura du business entre pays africains, entre entreprises du continent africain. Donc ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on a 50 millions d'entreprises plutôt de petite taille, de micro-entreprises et de taille moyenne en Afrique. Il faut qu'on arrive à favoriser l'octroi, je dirais, de prêts bancaires. Donc, pour pouvoir assurer un développement plus important, il faudrait que nous ayons des entreprises de taille intermédiaire, des entreprises qui embauchent, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, des services de recherche et développement, donc miser sur l'avenir. Donc cette jeunesse africaine, elle est bourrée de compétences et de talents. Il faut qu'on l'utilise, qu'on lui fasse confiance, qu'on s'appuie dessus. Donc, et si on est en capacité aujourd'hui de mettre en connexion donc, les flux financiers avec la démarche entrepreneuriale de ceux qui ont de l'énergie, des idées, de l'envie, et du courage, on va avoir une économie prospère, dynamique, offensive au service du continent africain ou au service de la jeunesse africaine. C'est ce qu'on espère en tout cas, Karim Zeribi. On va à présent parler de la diaspora algérienne, de notre communauté nationale établie donc à l'étranger, notamment en France. Vous avez fondé donc le CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Quels sont vos projets avec ce Conseil mondial de la diaspora algérienne? Je voudrais d'abord, sur cette question, et je vous remercie d'évoquer le Conseil mondial de la diaspora algérienne, qui a été créé le 8 mars 2024, qui est encore une instance jeune, mais qui a plusieurs milliers, dizaines de milliers d'adhérents au moment où on se parle, et qui connaît un engouement assez exceptionnel auprès de la diaspora algérienne basée sur l'ensemble du territoire mondial, principalement en Europe, mais elle existe aussi aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient, en Asie, pour certains d'entre eux, de nos sœurs et frères de la diaspora. Et donc, on sent qu'il y a une volonté aujourd'hui pour la diaspora algérienne de se retrouver, de travailler ensemble, de créer une communauté nationale de l'étranger et qui doit faire corps avec la communauté nationale qui est basée en Algérie, pour que nous n'ayons qu'une seule communauté nationale en fait, et qu'on ne soit pas considéré comme diaspora, corps étranger à la communauté nationale. Nous faisons partie prenante donc de la communauté nationale et nous avons envie de contribuer au développement économique de notre pays d'origine, l'Algérie. Et cette volonté-là, elle s'est matérialisée. Il y avait pour cette IATF 2025, c'est important de le souligner, une délégation de 100 personnes du Conseil mondial de la diaspora algérienne, avec énormément de chefs d'entreprise, de femmes et d'hommes, de médecins, de juristes, de cadres de haut niveau, qui sont venus et qui ont pu rentrer en connexion à la fois avec des acteurs économiques algériens, mais aussi avec nos autorités, puisque nous avons été reçus par le secrétaire d'État en charge de la communauté des Algériens de l'étranger. Nous avons eu l'occasion de partager un déjeuner convivial et fraternel avec notre Premier ministre, donc par intérim, et les échanges ont été fructueux et prometteurs pour l'avenir. Et d'ailleurs, à ce titre, nous envisageons la mise en place, sous l'égide du haut patronage du président de la République, mais c'est lui qui décidera de ce moment-là, de réunir la diaspora mondiale à Alger très prochainement. C'est le président de la République qui arrêtera la date et nous serons bien évidemment présents à ce rendez-vous en tant que mouvement offensif, mouvement qui, plein d'espérance, croit en l'Algérie nouvelle, croit en cette capacité que nous avons de jouer les premiers rôles sur le continent africain, mais plus encore, les premiers rôles en Méditerranée, mais aussi à l'échelle mondiale, car l'Algérie est un grand pays composé de femmes et d'hommes qui ont du talent, qui ont des compétences et qui ont envie de faire rayonner notre nation. Donc c'est de bon augure pour l'avenir, mais ce moment-là, l'IATF 2025 a permis à cette délégation de venir se rendre compte que l'Algérie pouvait être une place forte africaine, et ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement. Ils sont près de 7 millions dans le monde, Karim Zeribi, vous le disiez tout à l'heure, dont 5 millions rien qu'en France, à contribuer au développement de notre cher pays, l'Algérie. Il est crucial aujourd'hui que le récit de notre pays, l'Algérie, soit raconté par ses propres enfants. Tout à fait, vous avez raison de le signaler. Je crois qu'on a trop subi, je dirais, le récit de l'Algérie, des Algériens, avec des éléments étrangers qui avaient plutôt pour vocation et pour objectif d'attaquer l'Algérie. Et donc nous étions jusqu'à présent toujours sur une phase de riposte, de défense,
dans la communication qui était la nôtre. Il faut que nous prenions le lead donc sur notre communication, que nous assumions notre propre récit, notre récit national, mais notre récit aussi de la diaspora. La diaspora qui est composée, encore une fois, de femmes et d'hommes pleins de talent, avec nos parents, nos grands-parents qui souvent ont travaillé dur pour élever leurs enfants, leurs familles et faire les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui et qui pouvons apporter, contribuer humblement, mais avec détermination au développement économique de l'Algérie. Donc oui, je crois qu'il faut aujourd'hui créer des organes de communication, raconter les récits, les success stories algériennes, évoquer la véritable Algérie, pas celle que certains veulent nous raconter, une Algérie qui bouge, qui est en mouvement, qui va de l'avant, qui se développe. Quand on voit où s'est déroulé l'IATF 2025 au Centre international des congrès, qui est une infrastructure ultramoderne, qui n'existe pas dans certains pays de l'Union européenne. Et croyez-moi, j'ai été parlementaire européen, j'ai beaucoup voyagé, donc vous n'avez pas le niveau de l'infrastructure du Centre international des congrès algérien dans énormément de capitales européennes. Oui. Donc, et ce sont des choses qui doivent aussi nous rendre fiers. Nous devons regarder ce qui avance, ce qui progresse, ce qui fonctionne en Algérie. Donc, et tout en se disant qu'il y a aussi énormément de choses à améliorer. Mais dans toute nation, il y a des progrès effectués, une exigence à porter, une rigueur donc à gagner. Mais l'Algérie n'est pas statique. L'Algérie ne fait pas de surplace. L'Algérie ne recule pas. C'est tout le contraire. Et ce mouvement-là, il faut que la diaspora l'accompagne. Et elle a envie de l'accompagner. Et donc c'est pour ça que nous allons, avec le Conseil mondial de la diaspora algérienne, structurer toujours et encore. On a une antenne à Londres, une antenne à Doha. Nous allons monter prochainement l'antenne Benelux, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Nous irons au Canada. Nous avons rencontré des amis de la diaspora ici à l'IATF du Canada. Ils veulent monter l'antenne du Conseil mondial de la diaspora algérienne à Montréal. Et vous voulez venir à Alger. Donc, vous voulez également venir à Alger, justement. C'est ce que vous avez annoncé nous viendrons à Alger. Lors de la journée africaine de la diaspora, Karim Zeribi. Vous avez annoncé la création d'une prochaine structure à Alger dédiée justement à notre diaspora. Oui, parce qu'il faut accompagner la diaspora. La diaspora qui est pleine d'enthousiasme, qui est pleine d'engagement, qui est pleine d'envie pour investir ou entreprendre en Algérie, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner avec un comptoir d'accompagnement, un comptoir facilitateur qui pourra aider la diaspora à la prise de rendez-vous, à l'accès aux prêts bancaires. On sera dans une démarche, j'ai envie de dire, d'écoute, où on élaborera les business plans avec les femmes et les hommes de la diaspora qui auront des projets intéressants. Et on essaiera de les accompagner vers la réussite. C'est l'intérêt de l'Algérie qui est en jeu. C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt à tous. Donc si l'Algérie se développe économiquement, c'est de l'emploi derrière pour la jeunesse algérienne, c'est, je dirais, de la croissance, c'est du rayonnement pour notre pays. Donc la diaspora a sa contribution à apporter. Encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que l'Algérie n'attend pas la diaspora pour se développer. Mais nous serons, je pense, une valeur ajoutée dans la contribution que nous pouvons apporter. Et le président Tebboune, au cours de son premier mandat, l'a souvent répété, mais à l'entame de ce deuxième mandat, puisque nous arrivons à 13 mois, 12 mois, hein, un an du deuxième mandat, le dit très souvent, la diaspora est une de ses priorités. Et nous avons entendu ce message. Ayant entendu ce message, nous nous structurons et nous nous organisons. Et nous n'attendons pas que d'autres le fassent à notre place. Donc ce comptoir, il émanera du CMDA, donc en accord avec nos autorités, en partenariat avec le CREA, qui est l'organisme qui regroupe les entreprises algériennes. Nous signerons vraisemblablement un accord prochainement avec eux pour qu'ils nous aident à accompagner les porteurs de projets économiques. Tout cela est de bon augure pour l'Algérie. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une importance particulière à notre communauté nationale établie à l'étranger, puisqu'à chacun de ses déplacements, il tient toujours à rencontrer les Algériens habitant à l'étranger. Et puis, le président a souvent fait des appels à la diaspora, mais nous nous sommes rendus compte avec cette délégation de plus d'une centaine de membres du CMDA présents à Alger, l'accueil était extraordinaire. Donc, ils sont repartis aujourd'hui pleins d'enthousiasme, pleins d'espoir, pleins de rêves, avec une seule envie, revenir au plus vite à Alger.
Et on a des membres de la diaspora qui veulent créer des entreprises, investir, créer des structures aussi humanitaires pour être en solidarité avec les Algériens qui souffrent, travailler avec l'Observatoire de la société civile et faire en sorte d'acheter un pied-à-terre, d'investir dans l'immobilier, de participer à la vie, je dirais, algérienne et une vie algérienne qui, encore une fois, est en ébullition, est en mouvement. On voit Alger, la capitale, bouger à chaque fois que l'on vient, donc il se passe des choses différentes, il y a des nouveautés, il y a des gens qui entreprennent. Je pense qu'il faut que nous soyons dans ce train parce que c'est un train positif qui va de l'avant. Donc moi j'invite tous les membres de la diaspora à monter dedans et à contribuer à la politique mise en place par le président Tebboune et son gouvernement. Très bien. Je voudrais à présent, Karim Zeribi, si vous le voulez bien, qu'on parle de la relation en dents de scie entre l'Algérie et la France, les deux pays que vous affectionnez particulièrement, étant donné que vous êtes français d'origine algérienne. Comment expliquez-vous cet acharnement politique, diplomatique, médiatique de la France vis-à-vis de l'Algérie ? Oui, je suis triste, moi, de voir la relation aujourd'hui entre la France et l'Algérie. Je suis triste parce que cette relation devrait être gagnant-gagnant pour les deux pays, parce que nous avons des relations humaines fortes, 5 millions d'Algériens, vous l'avez dit, avec énormément de liens de famille entre la France et l'Algérie. Et ces tensions-là provoquent une forme de déchirement. Et puis il y a des sorties qui sont inacceptables du côté des politiques français, et notamment ces derniers mois, dans le gouvernement actuel, avec un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui jette de l'huile sur le feu et qui fait de l'Algérie un enjeu de politique intérieure. C'est regrettable, parce que ça n'est pas à la hauteur de la France. Et la France, elle n'est plus la France quand elle se comporte de cette manière-là. La France est, de mon point de vue, un pays qui n'a pas à verser dans ce genre de provocation. Et je suis convaincu d'ailleurs que Bruno Retailleau ne représente pas la majorité des Français, qui préféraient avoir une relation apaisée avec l'Algérie, une relation d'égal à égal et de respect. Donc, on le voit, moi j'ai souvent pris la parole dans les médias français pour dire que j'étais outré parfois de la manière dont Bruno Retailleau parlait de l'Algérie, donc en des termes irrespectueux. J'ai été souvent soutenu par la population, sur les réseaux sociaux, de gens qui me disaient « vous avez raison, M. Zeribi ». Donc on ne peut pas aujourd'hui se retrouver dans cette manière de faire de la politique. Ce que je regrette, c'est que le président Macron a laissé trop de place à ces gens-là. Donc, et la question de la relation France-Algérie, c'est une question qui doit se situer au niveau de la diplomatie, au niveau des affaires étrangères. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui doit guider les relations entre la France et l'Algérie. Si on en est là, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a un sujet en France, un sujet de crise politique profonde. Donc il y a un malaise aujourd'hui en France, on le voit bien. On a un Premier ministre qui devrait perdre, je dirais, sa fonction, puisqu'il y aura une décision de l'Assemblée nationale et des parlementaires de le censurer. On ne sait pas ce qui adviendra derrière. On est dans une forme d'inconnu qui est très inquiétante pour la France. Et parallèlement à ça, on a une Algérie, elle, qui est plutôt en développement, qui reçoit l'IATF, qui reçoit l'ensemble des pays du continent africain, donc à Alger, pour parler de business, de développement économique, de zones de libre-échange. On voit quand même là, à un moment donné, la différence, je dirais, dans le contexte, dans la séquence qui est la nôtre, de situation de pays. Un pays instable politiquement, un pays qui va mal sur le plan budgétaire. Donc il y a une dette en France qui est abyssale. Donc on parle d'une situation qui serait une situation à la grecque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc la France qui est un des moteurs de l'Union européenne, surtout dans une situation aujourd'hui de crise, de crise de la dette, de crise sociale. Il y a une manifestation 2 jours après, le 10 septembre, après la décision, je dirais, de censure du Premier ministre, qui va mettre des milliers de personnes dans la rue pour crier, je dirais, à la démission du président de la République, au changement de gouvernement, au changement de méthode politique. Donc on a un pays aujourd'hui qui ne sait plus où donner de la tête, qui a perdu sa boussole. Et dans ce contexte-là, elle a perdu aussi sa boussole diplomatique. Elle a perdu aussi sa boussole dans la relation entre la France et l'Algérie. Donc la France, aujourd'hui, cherche des coupables à ces problèmes. Donc, des coupables extérieurs, c'est la Russie de Poutine, c'est l'Algérie, c'est le contexte international, c'est la faute de Mélanie qui voudrait attirer les grosses fortunes françaises en profitant de la crise. Il n'y a rien de tout cela.
C'est ni la faute de l'Italie, ni la faute de la Russie, et encore moins la faute de l'Algérie. Je veux dire que l'Algérie a toujours été dans une relation qu'elle souhaitait d'égal à égal. Une relation basée sur la confiance. Et il est vrai que cette confiance est rompue au moment où on se parle. Et on ne peut que le regretter. Moi, en tant que Français, que franco-algérien, je ne peux que le regretter. Et nous sommes des millions à le regretter. Des millions, encore une fois, parce que, voilà, sur le plan économique, la France n'est plus le premier partenaire commercial de l'Algérie. Mais la France ne semble pas vouloir apaiser ces tensions, justement, avec l'Algérie. Pourquoi, Karim Zeribi? Parce que c'est un enjeu de politique intérieure. Il y a une forme de radicalisation des esprits en France. Et Bruno Retailleau et consorts, Ciotti, la droite extrême, l'extrême droite, pensent qu'en utilisant l'Algérie tel un étendard qu'elle attaque en permanence, elle va cristalliser un électorat anti-algérien. Donc tout ça, c'est pour gagner des voix. Ça ne fait pas. Oui, mais c'est du court-termisme. Ça n'est pas de la politique digne d'un homme d'État. Et d'ailleurs, je ne sais même pas, et je ne pense pas, et je ne peux pas l'espérer, que ce sera un pari gagnant. Parce que ça voudrait dire qu'une majorité de Français abonde à cette politique. Ce serait dramatique. Je ne peux pas le croire. Je pense qu'une majorité de Français a envie, encore une fois, de relations plutôt positives avec l'Algérie. 11 milliards d'échanges entre la France et l'Algérie sur le plan économique et commercial. 21 milliards avec l'Italie, alors que la France était le premier partenaire commercial. Qui est perdant? Les entreprises françaises. D'ailleurs, la relation entre Alger et Rome dérange Paris. Elle dérange parce qu'effectivement, c'est le plan Mattei mis en place par Meloni, une relation qui n'est pas basée sur l'arrogance, une relation qui est basée sur le respect, avec l'Algérie, mais avec l'ensemble des pays du continent africain, puisque le plan Mattei décrétait une stratégie italienne pour l'ensemble du continent africain. Oui. Ça marche. Quand vous n'êtes pas arrogant, quand vous êtes respectueux des pays avec lesquels vous voulez travailler, commercer et discuter sur le plan diplomatique, ça fonctionne, tout le monde s'y retrouve, mais là, la France, elle devrait s'interroger. Aller chasser de tous les pays du continent africain. Au moment où l'Afrique s'organise, toutes ces parts de marché françaises perdues, elles font de mal à l'économie française, font du mal aux emplois français, font du mal à la jeunesse française, à l'avenir du pays. La dette se creuse, le commerce extérieur est de plus en plus, je dirais, en déficit, en déséquilibre négatif. Donc, il faut changer de politique. Et pour changer de politique aujourd'hui, ce ne sont pas les femmes et les hommes aux responsabilités actuellement qui peuvent le faire. Donc, soit le président de la République, Emmanuel Macron, reprend les choses en main, appelle le président Tebboune, propose la nomination, la désignation d'un médiateur. On sort des approches d'appareil, on sort des approches gouvernementales et on nomme une femme ou un homme de préférence binationale, donc pour jouer le rôle de médiateur et discuter de tous les sujets, sans tabou et sans a priori. L'Algérie est prête à tout mettre sur la table. Mais il faut le faire sans mensonge. Oui, d'ailleurs, le président de la République l'a répété à plusieurs reprises. Mais le président de la République le dit, le ministre des Affaires étrangères algérien le dit. Mais il faut le faire dans la vérité, sans mentir. Quand on parle d'aide au développement, qui n'existe pas entre la France et l'Algérie, il faut cesser ces balivernes. C'est insupportable. Ces mensonges ne sont pas acceptables dans la relation France-Algérie. Quand on parle d'une dette médicale, fantasmée de l'Algérie envers la France, il faut qu'on arrête avec ça. Quand on parle en permanence d'OQTF pour, j'allais dire, incarner la relation France-Algérie, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Donc, il faut qu'on revienne sur des sujets sérieux. C'est comment on reprend une attache sécuritaire entre nos deux pays. On a des services qui travaillent ensemble, notamment sur la question sahélienne. Donc c'est sérieux, lutter contre le terrorisme, travailler de concert, donc, faire circuler le renseignement dans l'intérêt de l'Algérie, dans l'intérêt de la France, donc, qui ont envie de lutter contre le terrorisme. Travailler sur une relation économique basée sur la confiance, sur des causes d'investissement, gagnant-gagnant. Travailler sur, je dirais, la mobilité, donc là aussi avec des règles claires, le respect des conventions internationales, surtout. Ce que Bruno Retailleau ne fait pas. Car quand vous mettez un Algérien dans l'avion pour le renvoyer en Algérie, donc qu'il ait les papiers ou qu'il ne les ait pas, sans avertir les instances consulaires algériennes, c'est un bafouement du droit international qui n'est pas acceptable. Idem lorsque vous arrêtez des diplomates algériens Mais idem quand vous dites que la convention de 2013 sur les diplomates algériens donc exonérés de visa est une demande qui a été demandée par l'Algérie. Jamais de la vie. Il faut revenir à l'histoire. Vous savez, moi je suis quelqu'un de pointilleux. C'est Nicolas Sarkozy en 2007 et François Hollande en 2013 qui ont souhaité donc, sortir
aujourd'hui de l'octroi d'un visa pour les personnels diplomatiques et les agents en situation de service. Ça n'est pas l'Algérie. L'Algérie n'était pas favorable à cette mesure. Donc quand la France a fait état d'une volonté de suspension de cet accord, l'Algérie a été claire. Cet accord, nous n'en voulions pas. Vous voulez le suspendre? Nous, on va y mettre un terme. Donc on l'abroge. C'est clair, net et précis, à l'algérienne. Et je pense que la France doit sortir de ces impostures-là. Il faut qu'on reprenne à tâche entre la France et l'Algérie avec un niveau qui est celui des hommes d'État, qui est celui de la diplomatie, que mérite la relation France-Algérie. On mérite un niveau de diplomatie, comme cela a toujours été, de haut niveau, au temps de Jacques Chirac notamment, avec Dominique de Villepin. Voilà, moi je suis convaincu qu'on peut régler la situation. Il faut le faire encore une fois avec les bons interlocuteurs. Un médiateur, on pose toutes les questions sur la table, on les aborde les unes après les autres, on trouvera des accords et derrière on restaurera la confiance. Mais si on ne le fait pas de cette manière-là, ça peut encore durer. Et si ça dure, qui sera perdant? Moi j'ai ma petite idée, je pense que ce sera la France. La France, justement, on va continuer à en parler. Vous le disiez tout à l'heure, elle subit plusieurs turbulences et pourrait se retrouver sans Premier ministre, vous le disiez tout à l'heure, sauf retournement de dernière minute, bien évidemment, Karim Zeribi. Alors, François Bayrou devrait donc tomber avec 8 mois, après 8 mois plutôt, à la tête du gouvernement français. Un vote qui pourrait plonger la France dans le chaos, Karim Zeribi, selon vous? La France est dans une instabilité politique inquiétante depuis le choix d'Emmanuel Macron d'avoir dissous l'Assemblée nationale avant les Jeux Olympiques d'août 2024. Et depuis cette situation, les Français ne se prononcent pas en faveur d'une force politique plutôt qu'une autre. Et donc on a une France qui est fragmentée, à l'image du pays, et qui se radicalise, avec un pôle de droite extrême et d'extrême droite, racisme, xénophobie, islamophobie, algérophobie, vous avez entièrement raison de le souligner. Et puis on a un pôle de radicalité sociale incarné par la France insoumise et Mélenchon, qui souhaite et aspire certainement au chaos pour parvenir au pouvoir plus rapidement. Donc ces deux pôles aujourd'hui ne permettent pas la stabilité. Il manque une voie intermédiaire qui devrait être incarnée par une femme ou un homme d'État digne de ce nom, qui se positionne un peu au-dessus de la mêlée et qui doit rappeler à un moment donné les grands fondamentaux de la politique française. Une politique républicaine, une politique laïque, une politique équilibrée sur le plan économique, défendant des services publics. Il n'y a pas cette femme ou cet homme politique. Au moment où nous parlons, on est dans un vide sidéral d'incarnation. Donc, jusqu'à l'élection présidentielle, je le crois, nous serons dans une instabilité politique qui plongera la France donc, vers des indicateurs toujours et encore plus inquiétants. La dette va croître, on aura du mal à avoir un budget partagé par une majorité à l'Assemblée nationale, donc c'est le 49-3 qui sera utilisé, passage en force, donc des services publics qui se dégraderont, donc des Français qui perdront confiance en l'avenir, et une radicalité qui augmentera. Ça veut dire une communauté nationale française qui ne sera plus unie, soudée autour de valeurs communes, valeurs universalistes. La France va se retrouver fragmentée en communautés qui risquent de se juxtaposer. Pas que des communautés ethniques, communautés aussi de nature sociale. Donc des gens en souffrance sur le plan social, des gens plutôt privilégiés, des gens habitant dans des quartiers où il fait bon vivre, des gens habitant dans d'autres quartiers populaires. Cette France-là, ça devient une France qui est un peu un bantoustan, qui est une France un peu, je dirais, à désarticuler, donc, qui ne fait plus corps. Donc, ça signifie un risque aussi, j'ai envie de dire, d'explosion sociale. Et quand il y a explosion sociale et qu'elle n'est pas canalisée, on peut tendre rapidement vers la violence. Donc la situation, elle est grave. Il ne faut pas la sous-estimer. Il y a peut-être une décision à prendre qui ne sera pas prise. C'est la démission d'Emmanuel Macron et une présidentielle accélérée. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'Emmanuel Macron ne démissionnera jamais. Il ira au bout de son mandat. Et donc, on aura, bon an, mal an, vers 2027. 2027, c'est 18 mois. 2027, mars 2027, c'est 18 mois. Donc, ça veut dire que pendant 18 mois, la France risque d'être au ralenti, risque d'être en pénurie, risque d'être en difficulté sur le plan social, économique, sur le plan, j'ai envie de dire, de sa cohésion. Donc, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Et dans ces conditions-là, ben oui, nous, membres de la diaspora, on ne va pas se le cacher, on a un regard qui est tourné vers l'Algérie, où il se passe tout le contraire.
Il y a une forme de, je dirais, de direction qui a été donnée par le président de la République. Il y a une stabilité. Donc de réforme, de dynamique économique, d'ouverture vers le monde et un pays qui va bien en termes de cohésion. Et donc on a envie de contribuer dans un contexte tel que celui-là, parce que c'est un contexte qui restaure la confiance. Alors, cela ne veut pas dire qu'on va tourner le doigt à la France, parce que nous avons un rôle à jouer en France. Justement, en tant que citoyens français d'origine algérienne, il faut que nous soyons aussi en capacité de défendre l'Algérie lorsqu'elle est attaquée en France. Que nous soyons aussi en situation d'être structurés, comme le sont d'autres communautés. Et qu'on ne nous parle pas de communautarisme quand il s'agit de l'Algérie, parce que quand il s'agit d'autres communautés, on ne parle pas de communautarisme. On dit c'est bien, ils sont structurés, donc on les respecte. Eh bien, il va falloir qu'ils apprennent à respecter la communauté algérienne de France, qui doit se structurer, qui doit voter politiquement, qui doit à un moment donné faire en sorte de défendre aussi donc, ses coreligionnaires. Donc, et quand quelqu'un est attaqué, insulté, diffamé, que ce soit l'Algérie ou quelqu'un d'origine algérienne, il va falloir aussi que nous utilisions toutes les voies de la justice donc pour nous défendre. Et ça, c'est une démarche qui est nouvelle de la diaspora. Parce que jusqu'à présent, donc, nous ne ressentions pas le besoin d'être structurés comme nous avons envie de l'être aujourd'hui. Et donc, dans cette France qui va mal, il faudra compter peut-être demain avec une communauté algérienne, une diaspora algérienne organisée, structurée, qui pèsera, qui sera un outil de soft power positif, pas anti-français, loin de là. Donc nous ne serons jamais anti-français. Donc nous sommes, je dirais, anti-coloniaux. Donc nous, ce que nous réfutons, c'est les visions néocoloniales. Donc ce n'est pas la vision républicaine française. Au contraire, on y adhère à celle-là. À partir du moment où on va respecter l'Algérie, où on va respecter les Algériens, on veut représenter un pont quand certains veulent élever des murs. Nous avons un rôle à jouer là-bas, sur le plan politique, sur le plan de l'influence, sur le plan du soft power, pour faire en sorte que la France reste fidèle à ses valeurs et s'adresse respectueusement à l'Algérie. Et nous avons un rôle à jouer en Algérie en termes de développement économique, de contribution économique à la politique d'ouverture qui est menée par le président Tebboune, tournée vers notre diaspora. On a du pain sur la planche, il faut qu'on assume nos responsabilités. Toujours à propos de la France, Karim Zeribi, il y a cette date du 10 septembre qui approche également, avec une journée de mobilisation annoncée. Le mouvement Bloquons tout, 100 000 personnes seraient donc attendues. Cet appel du 10 septembre traduit l'exaspération des Français. L'exaspération, le manque de confiance, l'inquiétude des Français en l'avenir, une nation qui n'a plus de rêve, une nation qui vit une forme de déclassement. Les classes moyennes sont en train de sentir un déclassement en France, les classes populaires s'appauvrissent. Ouais. Vous savez qu'en France, quand même, en 2025, on a 2952 enfants qui dorment dans la rue. Terrible. Des enfants. 7e puissance mondiale. On a 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a 2,5 millions de personnes qui travaillent, qui ne parviennent pas à boucler les fins de mois. On a 50% de Français qui ne partent pas en vacances chaque année. Comment voulez-vous que dans ce contexte social et économique explosif, il n'y ait pas de mouvement tel que celui du 10 septembre? Et je crois malheureusement que c'est peut-être l'amorce d'un début de crise durable dans laquelle la France va s'enfoncer. Tant qu'il n'y aura pas d'alternative politique, de projet alternatif, de capacité, je dirais, à sortir de cette situation économique, sociale, diplomatique. La voix de la France dans le monde ne compte plus. Elle n'est plus entendue, la France dans le monde. Et elle n'est plus à la hauteur de ce qu'elle était, la diplomatie française. Quand on voit la relation France-Algérie aujourd'hui, c'est une relation qui est indigne de la diplomatie française. Indigne de la diplomatie française, que l'on a connue. On a toujours eu une grande diplomatie française, une grande diplomatie algérienne. Et ces deux diplomaties ont toujours travaillé de concert, dans l'écoute, dans le dialogue et dans le respect. Aujourd'hui, du côté de la France, il y a un problème. Il y a un problème d'incarnation, il y a un problème de cohérence, il y a un problème de, je dirais, de direction, et un problème de respect des principes historiques de la diplomatie française. Oui, dans ce contexte, le 10 septembre que vous évoquez n'augure pas d'une situation de stabilité pour la France. Je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter sur les mois et peut-être les années qui arrivent en France, avec énormément de jeunes Français qui partent, qui s'expatrient, qui vont essayer une aventure outre-Atlantique, en Asie, en Afrique, et qui pensent, alors c'est paradoxal, que l'herbe est plus verte ailleurs.
Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Très bien. Une question sur l'Europe, Karim Zeribi, la situation en Europe, un commentaire là-dessus. Ben, l'Union européenne aujourd'hui, on le voit bien, est sous le joug des États-Unis sur la scène internationale. La crise russo-ukrainienne a démontré que l'Europe ne pouvait pas parler d'une voix et que c'était Donald Trump qui était le leader de la résolution de ce conflit. On a vu aussi sur le Proche-Orient, la Palestine, l'incohérence européenne, et de manière dramatique. Donc l'Europe ne parle pas d'une voix sur la scène internationale. L'Europe n'a pas de, je dirais, de politique commune en matière de politique étrangère. On a l'Espagne qui se comporte magnifiquement bien avec la Palestine, donc, qui reconnaît l'État palestinien, qui attaque l'État génocidaire, en tout cas sur le plan diplomatique, qui estime qu'il faut cesser cette politique ignoble. C'est l'Espagne. Et puis de l'autre côté, on a une Allemagne faite de culpabilité, qui est dans un soutien inconditionnel à Netanyahou et à ses ministres criminels. Et tout ça, ça doit faire l'Union européenne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Elle est plus si unie que ça, l'Union européenne. Hein. Elle n'a jamais été unie. Moi, je vous le dis, j'ai été parlementaire européen. Donc, les pays de l'Union européenne tirent chacun la couverture vers eux. Donc, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan en matière de défense. Il n'y a pas de défense européenne. Il n'y a pas de politique énergétique européenne. Il n'y a pas de politique des affaires étrangères européennes. Donc, quand vous avez un continent où chacun joue sa partition, sans qu'il y ait un chef d'orchestre digne de ce nom qui donne une direction, ben, vous manquez de cohérence, vous manquez de sens. Il faudrait et la vous êtes réformer, affaibli. cette Union européenne. Il faudrait la réformer, cette Union européenne. Mais de toute manière, moi j'ai toujours été pour une Europe des États-nations, pas pour une fédération. Je pense qu'une fédération oblige à des transferts de souveraineté qui font perdre des pans je dirais de maîtrise de son avenir au peuple européen. Je veux dire. Donc moi je suis pour la souveraineté des États-nations et pour des coopérations renforcées. D'ailleurs, c'est ce que devrait faire l'Union africaine. Donc regardez tout ce qui ne va pas en Europe pour incarner un contre-modèle. Il ne faut surtout pas que l'Union africaine se développe dans l'effet miroir de l'Union européenne. Ce serait un non-sens, à la fois sur le plan de la gouvernance, mais à la fois sur le plan du développement économique. Il ne faut surtout pas s'inspirer de l'Union européenne. Il faut regarder toutes les erreurs qui ont été commises par l'Union européenne, en tirer des enseignements et avoir un modèle de gouvernance beaucoup plus agile, basé sur des coopérations renforcées, sur une zone de libre-échange, donc qui met à mal les tarifs douaniers entre pays du continent africain, qui met des tarifs douaniers aux frontières de l'Afrique, qui favorise des politiques communes, mais qui permettent aux États-nations de garder la main sur la fiscalité, sur les politiques de l'emploi, sur les politiques de développement. Il ne faut surtout pas avoir une Afrique fédérale. Ce serait l'erreur à ne pas commettre. Et de l'autre côté, oui, à l'évidence, je pense que sur le plan du développement économique, il faut une économie durable en Afrique. Il ne faut pas commettre les erreurs que l'Europe a commises sur l'environnement. On a un continent qui est fantastique, avec un sol, un sous-sol, des terres rares, des paysages magnifiques, on a du désert, on a des espaces naturels en Afrique qu'il faut préserver. Il ne faut pas aujourd'hui détruire l'Afrique comme les Européens ont détruit l'Europe, donc sur le plan environnemental. Donc tirer les enseignements et créer un contre-modèle. Moi je le dis et je le redirai souvent, l'Afrique doit créer son modèle. Doit créer son modèle de gouvernance, doit créer son modèle de développement économique. On a 50 millions aujourd'hui de PME en Afrique. Il faut les accompagner vers un développement économique vertueux, durable. La jeunesse africaine est prête à ça. Il faut s'appuyer sur elle. Karim Zeribi, dans la perspective de développement économique, l'industrie culturelle, mais surtout les médias, sont un instrument déterminant dans la construction d'une narrative africaine et l'accompagnement justement des aspirations légitimes de ces peuples africains. Alors en tant que professionnel des médias, quelle est votre vision pour le développement de ce secteur stratégique aujourd'hui? C'est une question qui est majeure pour le continent africain parce que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation à l'échelle des rapports de force à la fois continentaux mais aussi géopolitiques sur une dimension qui est celle de la communication et du soft power culturel qui prend une place considérable dans les relations internationales. Et je crois que si jadis la puissance militaire et la puissance économique suffisaient,
il faut aujourd'hui, dans le monde ouvert, multipolaire dans lequel nous vivons, y ajouter une troisième puissance, qui est effectivement une puissance en communication, une puissance en soft power. Et cette puissance-là, elle démontre, j'ai envie de dire, qui détient le pouvoir en matière du récit, qui raconte l'actualité, qui explique l'évolution du monde, qui parle de l'histoire avec un grand H et qui nous projette vers le monde de demain. Ce sont les médias, les éditorialistes, les experts, les reportages, les films, les œuvres cinématographiques au sens large qui définissent les esprits, le mindset, l'état d'esprit des citoyens à l'échelle de la planète. Et si nous regardons aujourd'hui un des points faibles du continent africain, mais j'ose le dire, vous savez que je suis toujours force de proposition concernant l'Algérie. Un des points où l'Algérie doit progresser, c'est dans ce domaine-là. L'Algérie est une puissance militaire, elle est 24e au monde, est une puissance énergétique, 7e producteur de gaz, 17e producteur de pétrole, a une jeunesse exceptionnelle, a des femmes et des hommes de qualité, mais l'Algérie en communication, en soft power, doit aujourd'hui investir massivement. Elle doit investir massivement parce que sinon, ce n'est pas l'Algérie qui parle de l'Algérie. Ce sont les adversaires de l'Algérie qui parlent de l'Algérie. Et l'Algérie est dans une position de riposte, position défensive, où elle doit contrer les fake news, contrer les mensonges. Or, il faut changer de paradigme. L'Algérie doit être à la main, en maîtrise de son récit, en maîtrise, je dirais, de ce qu'on doit dire d'elle. Et c'est les autres qui doivent, je dirais, réagir à ce que dit l'Algérie. Donc, oui, la communication. Al24 News est un, je dirais, des leviers exceptionnels, qui a été souhaité d'ailleurs par le président Tebboune. Cette chaîne existe lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, en prenant conscience qu'il fallait un organe de communication à l'échelle internationale. Il faut que Al24 News se développe. Il faut qu'il y ait des radios de dimension internationale. Il faut qu'il y ait des investisseurs privés algériens qui investissent donc sur d'autres continents dans des médias. Il faut qu'il y ait des initiatives culturelles, sportives de dimension internationale pour faire rayonner l'Algérie. C'est les autres qui devront communiquer sur la communication algérienne. Et ce n'est plus l'Algérie qui répondra à la communication négative. Et donc ce changement de paradigme, il faut l'engager. Il faut l'engager rapidement, à la fois sur le continent africain, mais moi je le dis en tant qu'Algérien, permettez-moi d'être un peu, je dirais, patriote, surtout en Algérie. Parce qu'encore une fois, l'Algérie étant un peu leader, boussole du continent africain, si l'Algérie est à l'impulsion d'une grande démarche en communication, en soft power, l'Afrique suivra. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut comprendre. Et ça signifie qu'il y a une démarche étatique, il y a une démarche aussi qui doit émaner du privé pour investir dans ce domaine-là. Et nous maîtriserions demain donc notre récit. D'ailleurs, je pense que le président de la République est dans cet état d'esprit, dans cette volonté. Il y a un film sur l'émir Abdelkader qui va sortir certainement prochainement. Il l'a souhaité. C'est le président donc, qui a souhaité que l'Algérie puisse être là au financement de cette œuvre cinématographique. Donc ça veut bien dire, dans le droit fil de ce que je porte comme conviction, que le président est conscient que la dimension culturelle est une dimension stratégique aujourd'hui. Le Qatar l'a compris aussi. Petit pays de 2 millions d'habitants, qui a 300-400 000 Qataris, le reste sont des étrangers, qui investissent massivement dans le soft power, donc dans la culture, dans les organisations internationales, je dirais, en tout genre, qui financent aussi les médias, Al Jazeera, beIN Sport. Le Qatar est dans cette démarche-là. Petit pays, imaginez l'Algérie. Si elle s'y met, elle sera inarrêtable. C'est vrai. Karim Zeribi, une dernière question. Alors les médias français, vous le savez, enregistrent une grave dérive raciste, algérophobe. L'algérophobie, vous y avez eu droit, vous, sur les plateaux de CNews notamment. CNews que vous avez donc décidé de quitter, une décision qui a bouleversé le paysage audiovisuel français. Un commentaire sur cette décision.
Oui, j'ai pris cette décision, donc je dirais après une mûre réflexion. Je considérais que le débat, les conditions du débat n'étaient plus équitables. Les débats étaient trop déséquilibrés. Et il y avait une idéologie écrasante qui ne laissait pas suffisamment de place, je dirais, à la contradiction. Mais je n'en dirai pas plus, permettez-moi, j'ai passé 7 ans au sein de ce groupe et vous savez comment nous sommes, nous les Algériens, nous sommes des gens droits, Oui. debout, dignes, on ne crache pas dans la soupe. Exactement. Donc je ne fais pas parler de la collaboration que j'ai eue, alors qu'elle a été, je dirais, libre. J'ai dit ce que je voulais à l'antenne, j'ai été respecté. Après, je regrette, comme je viens de le dire, les conditions déséquilibrées du débat et une forme d'extrémisation dans les thèmes. C'en était trop pour moi. J'ai pris mes responsabilités. Encore une fois, donc, je pense qu'il faut partir dignement. On m'a appris par mon éducation que lorsqu'on quittait une collaboration, il fallait toujours laisser sa place propre. C'est ce que j'ai fait, je crois. Très bien, merci Karim Zeribi, merci pour cet entretien. Merci. Merci d'avoir accepté Merci de votre invitation. de nous le donner ce soir. Merci encore une fois. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cet entretien que nous a accordé donc Karim Zeribi, ancien député européen, fondateur du CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.